C'est quand la France va chercher mes grands-parents dans mon village pour faire la guerre 39-45. J'ai un de mes grands-pères qui va mourir en France, sur le sol français, qui va laisser son sang sur le sol français. J'ai un de mes grands-pères qui va repartir avec une jambe en moins. Je pense qu'il ne faut pas leur laisser le choix. Il ne faut pas leur demander, il ne faut pas demander l'autorisation. On a effacé des noms, on a effacé des passages. Et c'est nous. Ce sont nos ancêtres. On utilise encore ce terme de privilège blanc, que le blanc utilise son privilège blanc, c'est qu'on considère encore que le blanc a un pouvoir sur nous. Quand mon frère va mourir, il meurt dans une caserne de gendarmerie. Une caserne de gendarmerie, il n'y a pas que 3 gendarmes. Exactement. Où sont ces gendarmes pour dénoncer le comportement et l'attitude violente qu'ils ont eu envers mon frère? Où sont-ils aujourd'hui? Et pour moi, c'est un cercle vicieux. Si tu ne dénonces pas le comportement de ton collègue, tu deviens exactement comme eux. Je suis juste la sœur d'Adama Traoré. Si mon frère ne meurt pas, moi je ne suis pas là. Pour moi, c'est exactement la même chose. Et quand on me dit oui, mais ils ne sont pas tous les mêmes, j'ai dit que les gendarmes qui étaient présents dans cette cour de gendarmerie ce 19 juillet-là, quand mon frère va mourir, sortent et viennent dénoncer le comportement. S'ils ne sortent pas, pour moi, ce sont les mêmes. Assa, merci de nous recevoir. Alors on va revenir sur ton combat politique et judiciaire et pour comprendre justement l'enjeu de ce combat et la démarche que tu mènes, on va revenir sur le début de ton engagement. Selon toi, comment t'expliques qu'une partie de la jeunesse issue de l'immigration succombe aux sirènes de la délinquance? Quel est le cercle vicieux qui crée cet engrenage-là pour une partie de la jeunesse? J'ai eu envie de dire, n'ayons pas peur des mots, hein. On va dire la jeunesse issue de l'immigration et surtout la communauté noire et la communauté arabe qui subissent toutes ces violences-là et cet acharnement de la part du système judiciaire. Mais je pense qu'il faut restituer les personnes et les choses. Quand on parle de nous, quand on parle de nos enfants, quand on parle de nos parents surtout, c'est quand il y a un drame dans notre famille. Quand on parle d'Adama Traoré, quand on parle de la mère d'Adama Traoré, c'est parce qu'Adama Traoré est mort. Quand on parle du père de Lamine Dieng, c'est parce que Lamine Dieng est mort. Quand on parle d'un de nos parents, c'est parce qu'il y a un drame, c'est parce qu'il se passe quelque chose de négatif. Et parce qu'on n'est même pas considéré au stade où on est comme pouvant participer à la construction de ce monde, de pouvant participer à la construction de cette France et surtout de notre propre vie. Parce qu'on saute de génération. Et c'est ça le problème. C'est qu'on a sauté de génération, nos parents ne font même pas partie de cet espace public, nos parents ont été considérés dans l'espace français juste en tant que manœuvre et travailler. Et on ne leur a jamais même posé la question, on n'a même jamais posé la question à ma mère, à la mère d'Adama Traoré ou à la mère d'un de ces jeunes, monsieur, madame, qu'est-ce que vous aimez faire? Monsieur, madame, quel est votre loisir? Et on va juste parler de nos parents seulement quand il y aura un drame dans notre famille. Donc, c'est compliqué pour cette jeunesse-là, c'est compliqué pour nous d'avoir une place. C'est comme dans une frise chronologique, on ne saute pas de date. Quand on saute une date, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on ne peut pas nous-mêmes nous restituer en tant que pouvant participer activement dans cette société-là. Donc oui, ce qu'on va nous rétroprocher, c'est comme si nous étions des électrons libres et comme si nous n'avions pas notre place. Parce qu'en sautant cette génération-là, on n'a pas restitué la bonne place à nos parents. Si eux avaient eu cette place-là, notre place à nous, on ne se poserait même pas la question. La question que tu me poses là, tu ne me la poserais même pas. Donc c'est ça le problème. En fait, c'est même pas... ce qui se passe aujourd'hui sont les conséquences de avant, les conséquences du passé. Et c'est le passé qu'il faut rétablir et qu'il faut en tout cas nommer clairement. Ok, donc justement, est-ce que tu as le sentiment qu'aujourd'hui, le système politique français cantonne justement les populations d'Afrique subsaharienne, les populations maghrébines, au rôle, à un statut de citoyen de seconde zone? Est-ce que tu as ce sentiment-là? Bien évidemment, aujourd'hui, on n'est même pas... Quand je dis qu'on n'est même pas considéré comme pouvant participer à la construction de cette France, c'est que
on ne nous voit même pas en tant que tel. On ne nous voit même pas en tant que personne pouvant élever et porter la France, cette France qui nous appartient. Moi, si je te raconte mon histoire, si je te raconte l'histoire de mon frère, si je te raconte l'histoire d'Adama Traoré, l'histoire de mon frère, elle ne commence pas le 19 juillet 2016, quand il va se faire tuer dans cette cour de gendarmerie, quand il va prendre le poids de ces 3 gendarmes et qu'il va subir ce plaquage ventral et que mon frère va mourir. L'histoire d'Adama Traoré, elle commence quand mon père quitte le Mali à l'âge de 17 ans, sac à dos au dos, et qui va partir en cachette pour traverser les pays africains et européens pour venir construire sa famille. L'histoire de mon petit frère, l'histoire de ma famille, l'histoire d'Adama Traoré, c'est quand la France va chercher mes grands-parents dans mon village pour faire la guerre 39-45. J'ai un de mes grands-pères qui va mourir en France, sur le sol français, qui va laisser son sang sur le sol français. J'ai un de mes grands-pères qui va repartir avec une jambe en moins. Et c'est cette histoire-là, en fait, qui n'est pas restituée. Et c'est nos parents, mes grands-parents, nos grands-parents se sont battus pour cette République. Et cette République, aujourd'hui, vient humilier leurs petits-enfants. Cette République vient tuer leurs petits-enfants. Et nous, on les prend avec des coups, on les prend avec la police, on les prend avec la violence, on les prend avec des infrastructures qui sont dans les plus bas niveaux. Et ces non-dits-là, c'est notre histoire. C'est l'histoire, c'est cette France qui a été construite entre les mains de cette Afrique. Et surtout dire, bon, bah, cette France, elle nous appartient, cette France, elle est à moi. Et je vais y participer comme j'ai envie, comme je le souhaite. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas leur laisser le choix. Il ne faut pas leur demander, il ne faut pas demander l'autorisation. C'est de dire, bah, cette place, on la prend comme n'importe quelle personne. Et cette jeunesse-là n'est pas responsable de ce qui leur arrive aujourd'hui. Mon frère n'est pas responsable de ce qui lui arrive aujourd'hui. Ceux qui sont morts ne sont pas responsables de ce qui leur arrive aujourd'hui. Ils sont responsables de tout ça. C'est intéressant justement le parallèle que tu fais avec l'héritage de nos grands-parents qui ont participé à l'effort de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Évoquer justement tes grands-parents qui ont été exploités par l'État français pour participer à une guerre dont ils n'étaient pas partie prenante. Aujourd'hui, les petits-enfants des gens qui ont combattu pour sauver la France sont victimes de l'oppression de l'État de par son bras armé qui est la police. Comment t'expliques aujourd'hui que dans les années 40, ceux qu'on appelle communément les tirailleurs sénégalais n'ont pas eu la reconnaissance qu'ils méritaient? On parle du massacre de Thiaroye pour ceux qui ont réclamé leur dû, leur paiement de participation à la guerre, qui ont été massacrés par les troupes du général de Gaulle. Aujourd'hui, on est en 2020, les populations issues de l'immigration descendant des tirailleurs sénégalais sont pour la plupart du temps victimes de contrôle aux faciès, voire très souvent également de violences policières. Pourquoi les violences policières ciblent-elles ces populations-là? Tu sais, c'est intéressant aussi hein, de ce que tu dis. Si nos parents, si ces grands-parents qui ont participé à la construction de cette France avaient été reconnus, ces enfants et leurs petits-enfants, aujourd'hui, on serait considérés au rang presque de héros. On aurait un statut royal, on aurait un statut immense, on aurait un statut respectable, on aurait un statut considérable. Et ça, ils ne veulent pas de ça. C'est volontaire, c'est un dû. Tu sais quand cette dichotomie, pourquoi ils refusent justement cette reconnaissance? Mais parce qu'ils ne veulent pas. Aujourd'hui, quand ils ont utilisé, ils ont exploité ces personnes-là pour en tout cas récupérer et sauver cette France-là, mais c'est tout. Et la gloire, ils la veulent pour eux. Mais s'ils reconnaissent leurs actions, s'ils reconnaissent leurs actes héroïques, s'ils reconnaissent leur bravoure, ils sont forcément obligés de la reconnaître à travers nous. Et ça, c'est pas possible. Ils peuvent pas, quand on va à l'école, on a dans les manuels scolaires français, quand on parle de la guerre et qu'elle se finit en Normandie, qui sont les héros? Ce sont les Américains. Ce sont les Américains qui viennent. C'est comme ça qu'on nous raconte l'histoire. Et aujourd'hui, le statut des Américains, quand on parle d'eux, ils ont une place importante. Et ça les arrange. Mais nous, non. Et ça, il faut la restituer. Donc aujourd'hui, oui, nous sommes victimes du passé, nous sommes victimes de tout ça, de cette place. Nous sommes dans une frise chronologique. En fait, c'est comme ça qu'il faut le voir.
dans cette frise chronologique, on a effacé des dates, on a effacé des noms, on a effacé des passages. Et c'est nous. Ce sont nos ancêtres. Et aujourd'hui, nous, on est dans la continuité de cette frise-là. Mais comme il nous manque un bout de cette histoire-là, bah, la France se permet d'avoir cette attitude et ce comportement violent avec nous. Et quand on remonte dans l'histoire de France, il faut partir très loin. Il faut partir depuis le colonialisme. Justement. La colonisation a joué un rôle très important. Aujourd'hui, il y a toujours une police très violente en France. La construction de la BAC. Quand on parle on parle beaucoup de mai 68 en France, mais il faut savoir qu'il y a aussi mai 67 en Guadeloupe. Quand les gendarmes vont tirer sur la population noire, on ne nous l'apprend pas ça à l'école. Moi, je l'ai appris en 2017 quand j'ai été en Guadeloupe. Je suis tombé dans la même période et qu'on a été reçu par le LKP et qui nous raconte cette histoire. Et quand je reviens avec cette date, mai 67, et je leur dis c'est une date qu'on doit connaître. Moi, je vais te prendre l'exemple qui est le plus simple et le plus concret pour moi, c'est l'affaire de mon petit frère. Si j'avais laissé faire Adama Traoré, mon petit frère serait mort de cause cardiaque, d'infection très grave, sur l'emprise de l'alcool, de la drogue, de drépanocytose et de chaleur. Et en fait, on n'a même pas demandé l'autorisation. On a pris ce qui nous était dû. C'est pas de dire on s'impose. C'est pas que je m'impose pas. Je prends ce qui m'est dû, c'est un dû, et je leur fais pas confiance. C'est comme quand on parle de privilèges blancs, qu'ils utilisent leurs privilèges blancs. Moi, ça, je comprends pas. C'est-à-dire que si on utilise encore ce terme de privilège blanc, que le blanc utilise son privilège blanc, c'est qu'on considère encore que le blanc a un pouvoir sur nous. Et ça a une répercussion, une conséquence sur l'histoire plus tard. Comment on peut se dire que... comment on peut leur faire confiance et espérer obtenir une justice quand on voit déjà que, normalement, personne ne devrait avoir à mener une telle lutte pour obtenir ce que tu as justement dit était indu. Moi, je ne leur fais pas confiance. Si je leur avais fait confiance, comme je t'ai dit, on ne serait pas là aujourd'hui. Quand on va manifester devant le tribunal et qu'on est plus de 100 000 personnes, c'est devant le tribunal, c'est un lieu symbolique. C'est la première fois en France qu'il y ait autant de monde devant un lieu symbolique comme le tribunal. Aujourd'hui, c'est une date historique qui rentre dans les dates de France. Et nous, on devra se battre pour qu'elle reste sur cette frise chronologique et qu'elle ne soit pas effacée. On ne leur fait pas confiance. Quand on va manifester là-bas, c'est parce que ce système judiciaire-là, on ne leur fait pas confiance et ça marche. Ça va marcher parce que tout de suite après, on va avoir plusieurs actes. On va avoir, je crois, 18 actes qui vont être faits alors qu'on les demande depuis très longtemps. On va exiger et demander que les juges démissionnent, sortent de l'affaire parce qu'elles ont failli à leur devoir. Et ça va se passer en septembre. Les juges vont quitter l'affaire de mon frère et on va repartir avec des nouveaux juges. Si on leur avait fait confiance, l'expertise que nous avons fait annuler il y a un mois serait encore là. Et c'est quelque chose d'énorme. On fait annuler une expertise faite par le système judiciaire, mandaté par la justice française et des experts choisis par les juges français. Cette expertise est aujourd'hui nulle. Donc oui, on ne leur a pas fait confiance, mais on leur a imposé de dire le travail, vous allez le faire correctement. Tu sais, c'est un terme qui était utilisé, mais maintenant c'est trop facile. C'est trop facile de dire que dans un système, il y a 2-3 personnes qui sont responsables. J'ai envie de dire qu'eux-mêmes sont victimes de ce système-là. En fait, il faut réformer cette police. Tu vois, excuse-moi de te couper, parce que c'est un terme moi, qui me dérange beaucoup quand on parle de brebis galeuses, parce que les policiers en eux-mêmes n'ont pas de pouvoir de décision. C'est-à-dire que si un policier agit mal, normalement, il n'y a pas besoin que tout un tas de militants sortent dans la rue pour exiger que justice soit faite. Normalement, automatiquement, soit les collègues se désolidarisent, comme ils le font quand un collègue à eux dénonce des mauvais comportements, tout de suite ce collègue-là est marginalisé, il est brimé, sa hiérarchie le pourrit, etc. Mais quand on parle de violence policière, on a l'impression que les syndicats de police, que la hiérarchie de la police, que les institutions judiciaires font bloc en disant que c'est juste des cas isolés.
Mais théoriquement, si c'était des cas isolés, les institutions en premier sanctionneraient ces individus. Tu vois? Non, c'est un problème systémique, hein. C'est trop facile. Ce système se cache derrière quelques personnes, quelques individus. Et en fait, non, c'est trop facile de dire quelques individus. Je vais revenir à mon affaire qui est concret pour moi. Quand mon frère va mourir, il meurt dans une caserne de gendarmerie. Une caserne de gendarmerie, il n'y a pas que 3 gendarmes. Exactement. Où sont ces gendarmes pour dénoncer le comportement et l'attitude violente qu'ils ont eu envers mon frère? Où sont-ils aujourd'hui? Et pour moi, c'est un cercle vicieux. Si tu ne dénonces pas le comportement de ton collègue, tu deviens exactement comme eux. Pour moi, c'est exactement la même chose. Et quand on me dit oui, mais ils ne sont pas tous les mêmes, j'ai dit que les gendarmes qui étaient présents dans cette cour de gendarmerie ce 19 juillet-là, quand mon frère va mourir, sortent et viennent dénoncer le comportement. S'ils ne sortent pas, pour moi, ce sont les mêmes. Et c'est un cercle vicieux. Tant que ça ne sera pas cassé de l'intérieur, on n'y arrivera pas. Il faut que ce soit cassé. Et c'est systémique. Aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à un niveau où il faut réformer cette police. Il faut la dissoudre et la réformer et la refaire et la reconstruire et la repenser. Il faut la repenser avec des acteurs de terrain. C'est une colonne vertébrale. C'est cette colonne vertébrale qu'il faut casser. Dans l'affaire de mon frère, 3 semaines après, on fait faire démissionner le préfet Yves Janier. Il est muté et il est dessaisi de l'affaire. Tout de suite, dans l'affaire de mon frère, on fait sortir 3 juges. Dans l'affaire de mon frère, on porte plainte contre les experts qui vont être convoqués devant les ordres des médecins. Donc oui, en fait, c'est cette colonne vertébrale qu'il faut casser. Et on y arrive. Et effectivement, c'est ciblé. Effectivement, dans les quartiers parisiens, ils n'ont pas le même comportement violent et raciste. Quand mon frère va mourir, il meurt parce que oui, il s'appelle Adama Traoré, parce que c'est un noir et qui vient d'un quartier populaire. Mais ce qui a changé aujourd'hui, tant mieux, hein, si dans les quartiers, ils ne subissent pas la violence policière, on n'est pas là pour qu'ils aient le même niveau de violence que nous. Tant mieux, j'ai envie de dire. Mais ce qui a changé aujourd'hui, c'est que ces personnes-là, dans les quartiers, dénoncent le comportement que ces policiers ont. Ils ne restent plus, en tout cas majoritairement, beaucoup maintenant, ne restent plus... ils ne sont plus Différents. Ils sont plus spectateurs. Ils ne restent plus spectateurs. Quand on sort dans la rue ce 2 et 13 juin, dans ce 2 et 13 juin, il y a qui? Ces gens-là, ils sont là. Ils ont les mêmes mots, ils proclament les mêmes mots que nous, que toi et moi, pour dire qu'on veut la justice. On réclame la justice, on réclame la vérité, on dénonce la discrimination. Pourtant, eux ne la subissent pas, mais ils sortent dans la rue et ils viennent à nos côtés, ils viennent avec nous et dénoncer ça. Donc on y arrive. C'est-à-dire qu'ils ne la subissent pas, mais on arrive à ce qu'ils ne soient plus spectateurs et qu'ils viennent dénoncer ce comportement raciste et violent d'une population dans le pays dans lequel ils vivent. Okay. Et du coup, aujourd'hui, par la force des choses, avec ton comité, vous avez réussi à imposer votre lutte et les médias mainstream n'ont pas eu d'autre choix que de composer avec ça. Et tu es devenu on peut dire que tu es devenu une sorte d'icône, de symbole de résistance face aux violences policières. Quel message tu as adressé aux prochaines générations? Moi déjà, j'ai envie de dire, je suis juste la sœur d'Adama Traoré. Si mon frère ne meurt pas, moi je ne suis pas là. Voilà. Si mon frère ne se fait pas tuer ce 19 juillet 2016, peut-être que toi et moi on se serait croisés, mais dans d'autres circonstances, mais on ne serait pas là. Avec le nom de mon frère, quand mon frère va mourir, j'ai dit, je ferai du nom de mon frère un symbole. À l'instant où il va mourir, aujourd'hui je suis mis en examen 2 fois, parce que j'ai dit, Adama, les gendarmes t'ont tué, mais ils ne tueront pas ton nom. Aujourd'hui, le nom de mon frère, il traverse toutes les frontières. Aujourd'hui, quand on parle d'Adama ailleurs, en fait, on parle de tous les Adama qu'il y a ici en France. Quand on parle d'Adama ailleurs, on voit les violences qui peuvent se passer ici en France. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on dira qu'il y a eu un combat. Est-ce que vous savez qui était Adama Traoré? Et le nom de mon frère, il ne restera jamais dans l'oubli. Ça, j'ai gagné sur ça. C'est qu'on n'oublie jamais. Ils ont tué mon frère, mais
Son nom, je l'imposerai. Et mon frère ne reviendra plus jamais. Sinon, il aurait déjà ressuscité 1 milliard de fois. Mais le combat qu'on mène aujourd'hui, c'est avec son nom, pour tous les autres, pour tous les Adama Traoré. Moi, je veux que le nom de mon frère soit... qu'il change quelque chose dans cette société-là. Il n'est plus là, mais son nom va changer quelque chose.